Cette semaine au balado, on parle des différentes poursuites contre la ville de Montréal pour l'annulation du concert de Sean French qui suit son cours avec Maître Olivier Séguin du Centre juridique pour les libertés constitutionnelles. Et on vous présente l'intégrale du point de presse conjoint du Parti conservateur du Québec et de Libre Média à l'Assemblée nationale du Québec. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. De la semaine Libre Média et bien plus. Et dans la première partie de ce balado, nous avons avec nous Maître Olivier Séguin du Centre juridique pour les libertés constitutionnelles. Maître Olivier Séguin, bonjour. Bonjour. Maître Olivier Séguin, bon, on vous a reçu plusieurs fois au podcast et c'était l'opportunité cette semaine de pouvoir vous reparler afin de voir d'une certaine façon où en sont vos dossiers puisque vous êtes un avocat vraiment engagé, oui, avec le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles, mais aussi, à titre personnel, vous avez des convictions pour les droits et libertés dans nos sociétés, particulièrement au Québec, ainsi qu'au Canada. Et justement, cette semaine, je voulais parler avec vous de deux cas qui sont d'une certaine façon liés parce qu'elles représentent, on pourrait dire, des attaques à la liberté d'expression. Un petit retour peut-être presque l'année dernière, on se rappelle de ce prédicateur, chanteur country, Sean French, qui était venu dans une tournée canadienne, mais qui s'était arrêté à Montréal et à Québec dans le but d'offrir des concerts de louanges, pourrions-nous dire. Et ce qui avait été souligné par ses détracteurs, c'était son appui au mouvement MAGA et au Trumpisme en général. Et donc, vous avez mis les pieds dans le dossier d'une manière professionnelle. Alors, pouvez-vous d'abord peut-être nous rappeler les faits, parce qu'il y a la Ville de Montréal et la Ville de Québec, rappeler les faits rapidement et peut-être où en est justement où en sont les procédures judiciaires? Bien, donc ça nous ramène à l'été passé. L'annulation, la vague d'annulation a commencé autour du 20 juillet 2025. Il y avait Sean Furt, je ne suis pas sûr moi-même de la prononciation de son nom de famille, qui prévoyait faire une tournée canadienne qui était sous le thème de Faith Revival 2025. Donc, et comme thématique, sous-thématique, disons, il y avait Let Us Worship. Donc, on peut dire que ce slogan a été d'une certaine manière très approprié. Je ne sais pas si il y a eu une vision ou quelque chose comme ça. Il y a eu un mouvement, donc sa tournée canadienne était supposée commencer à l'Est canadien complètement, à Halifax, dans un parc historique de la Redoute York, qui est administré par Parc Canada. Continuer un peu partout dans les maritimes, donc il y avait Halifax, il y avait Moncton, Charlottetown. C'était censé continuer à Québec juste après. Puis après ça à Gatineau, puis en avançant en Ontario jusqu'à Toronto, puis finalement pour finir en Colombie-Britannique, où l'organisateur, d'une certaine façon, qui n'était pas Sean Furt en tant que tel, l'organisateur de la tournée, Burn 24/7 Canada, qui a certains liens quand même avec Sean Furt, mais c'est je dirais que c'est un ministère qui a pour vocation de rassembler les gens autour, évidemment, de la foi chrétienne par la musique en général et de le faire un peu partout au Canada. Bref, le mouvement d'annulation a été initié, je n'ai pas tous les détails, mais par une personne dont l'enfant serait un enfant qui a des troubles d'identité de genre et qui en voulait particulièrement à Sean Furt parce qu'il y avait des convictions qui sont les siennes. Il avait dit des choses à propos du mouvement LGBTQ en général. Dans son vocabulaire qui associait à une force diabolique. Il y a des convictions pro-vie et chose qu'on ne lui pardonne pas pour des raisons politiques au Canada, c'est le fait d'être un supporter de Donald Trump. Donc,
Sa tournée a commencé autour du 20 juillet. Ça a été annulé à Halifax, à la Redoute York. C'est Parc Canada qui l'a annulé, juste parce qu'il y a eu un mouvement populaire là, d'activistes qui demandaient l'annulation. Parc Canada a invoqué des raisons de sécurité en disant qu'ils n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité, donc ils ont annulé. Après ça, il y a Charlottetown qui a fait la même chose. Moncton a fait la même chose. L'étape d'après, c'était d'aller à Québec. Et puis là, Québec, il y a une petite différence entre ce qui s'est passé dans l'Est canadien puis à Québec. C'est qu'à Québec, c'était vraiment en vertu juste d'un contrat entre Sean Furt puis la ville de Québec par Expo-Cité qui était censé se produire, tandis que dans les provinces de l'Est, mettons pour faire une histoire courte, c'était entre autres en grande partie avec Parc Canada. Et là-bas, comme il s'agissait de réservation et non pas de contrat en tant que tel, c'était pas contractuel. C'était par exemple, je réserve, j'ai besoin d'un permis de la ville me dessine son permis. Donc, c'était pas exactement sur la même base. Nous, c'était sur une base contractuelle. Partout ailleurs, ils ont invoqué des raisons de sécurité. À Québec, probablement parce qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu de sécurité réel. D'ailleurs, c'était certainement le cas dans l'Est canadien aussi. Ça a toujours été une excuse. Mais bref, à Québec, ils ont invoqué leur contrat en tant que tel qu'il y avait avec Burn 24/7 Canada. Et comme ils ne disposaient pas d'un article en tant que tel qui leur donnait vraiment de manière, on va dire, qui a du sens, un droit de résilier le bail pour cette raison-là, ils ont juste pris un article qui n'avait aucun rapport et ils ont fait des déclarations publiques. Donc, ça vient vraiment du bureau de la mairie parce que c'est un attaché de presse du maire qui s'est exprimé. Et la directrice de Expo-Cité que j'ai eue en interrogatoire la semaine passée, j'ai pas réussi à lui faire sortir vraiment de manière explicite que les ordres venaient d'en haut, mais elle a mentionné et elle l'a répété plusieurs fois qu'Expo-Cité et la Ville de Québec, c'était une seule et même chose, ce qui est tout à fait exact en droit. Donc, pour faire une histoire courte, on a beau avoir invoqué une question contractuelle, c'est clairement c'est une affaire politique et la décision a été prise pour des raisons politiques. Ce qui est invoqué comme étant la raison de l'annulation, c'est la réputation. OK, voulant dire, il y a eu une vague d'annulation, puis comme toute vague d'annulation, les protagonistes ont tendance à annuler juste parce qu'il y a une vague d'annulation. Ça suffit pour annuler. On n'a pas besoin de dire qu'on souscrit ou qu'on ne souscrit pas. On doit entrer dans la vague d'annulation ou bien en payer le prix. Et donc, parce que pour eux, le conformisme égale préserver la réputation, finalement. Bien, ce que vous dites, pour ce qui touche des gouvernements, je dis c'est un gré. Dans le cas des gouvernements, ce que vous dites est tout à fait exact. Dans le domaine privé, c'est peut-être un peu différent dans la mesure où dans le domaine privé, les protagonistes, les acteurs qui participent à l'annulation ont toujours la crainte d'être annulés à moins d'annuler. Donc, il y a un côté coercitif où ils n'ont pas le choix quand on est dans le domaine privé. Mais cette réalité-là ne s'applique absolument pas dans le cas d'une ville. La ville, tout ce qu'elle a à dire, c'est écoutez, nous, on suit la règle de droit et on n'a pas le pouvoir, ni même d'avantages, à moins que des avantages politiques. On n'est certainement pas obligé, en tout cas, de participer à une vague d'annulation. Bref. Donc, je continue mon histoire. Il y a eu annulation à Québec et puis là, Sean Furt, comme il avait fait dans l'Est canadien, voulait trouver rapidement un autre endroit où se produire parce que partout où il avait annulé, c'était des entités publiques. Donc, il a voulu trouver rapidement un endroit où se produire. Et il y a une église qui s'est portée volontaire, qui était à Montréal plutôt qu'à Québec, qui est l'église Ministerios de la Restauración. Donc, c'est une église, je dirais plutôt hispanique, mais je crois qu'ils ont des services en français aussi. Enfin, ils se sont dit, OK, donc c'était censé avoir lieu le 25 juillet, un vendredi. Ça va avoir lieu le 25 juillet, un vendredi, mais chez nous. Donc, c'était censé se passer comme ça. La veille de l'événement, la Ville de Montréal a, par le biais des attachés de presse de la mairesse, annoncé que, après vérification, l'Église ne détiendrait pas les permis nécessaires pour donner un spectacle.
On parle de l'administration de Valérie Plante, juste pour recontextualiser. Là. Exactement, c'est vrai, c'est l'administration précédente, tout à fait. Donc, ils ont fait plusieurs déclarations publiques dans ce sens-là. Ils ont envoyé ce que j'appelle un convoi véritablement de 4 inspecteurs municipaux qui sont allés visiter l'église Ministerios le jour même où c'était censé se passer. Ils sont entrés dans l'église à 4 de manière très intimidante. Ils ont fait savoir au pasteur, le pasteur Quevedo, que si l'événement aurait lieu, devait avoir lieu plutôt, l'Église en paierait le prix. Et donc, de manière directe, évidemment, il référait à un ticket que l'Église recevra un peu plus tard de 2500 $, mais de façon générale, ils étaient intimidants, dans le sens, tu ne veux pas avoir de problème avec la Ville de Montréal, parce que tu vas en avoir. Mais a posteriori, maintenant que les événements, on le sait, il y a eu parallèlement cette intimidation qui a eu lieu peut-être de la part de la police de Montréal, mais parallèlement, on le sait, durant l'événement comme tel, il y a eu des vrais actes presque criminels. Je ne sais pas comment on pourrait les qualifier en termes juridiques exacts, mais il y a eu une intrusion, il y a eu un lancement de bombes lacrymogènes. On se rappelle que ce n'est pas par les forces de l'ordre elles-mêmes, mais par un individu qui a réussi. Est-ce qu'on peut penser que payer le prix-là pouvait être aussi compris en termes, disons, au-delà de littéral, mais même au niveau de, justement, nous n'interviendrons pas si jamais il se passe quelque chose, ou est-ce que c'est simplement nous ne pouvons pas, disons, garantir votre sécurité, tout ça. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette phrase à l'extérieur du cadre de la simple contravention, selon vous? Oui, donc, mettons, pour donner un peu plus de contexte, la Ville de Montréal a d'ailleurs averti, par les déclarations publiques qu'ils faisaient, qu'il avait averti le service de police qui s'assurait de faire respecter le règlement. Ce qu'ils ont fait, là, ça c'est tout à fait vrai. Il existe quand même un certain principe, je vous dirais, quasi juridique, quasi politique, d'indépendance relative de la police par rapport au monde politique. Donc, la police a été contactée, la police a pris une décision. Elle a été rencontrée, le pasteur Quevedo. Ils lui ont plutôt donné des conseils pour dire voici comment tu dois organiser les choses pour assurer la sécurité le plus possible dans l'Église. Et la police elle-même a d'une certaine façon assuré la sécurité. Donc, il faut leur donner. Moi, je tiens à le reconnaître. Puis de cette manière-là, on peut dire qu'ils se sont... ils ont agi de manière quand même assez indépendante par rapport à la mairie. Bon, donc effectivement, le fait est qu'il y a quelqu'un qui s'est infiltré malgré le dispositif de sécurité et qui a lancé une bombe fumigène de couleur framboise. Bon, évidemment, il y a quelque chose qui est symbolique et qui semble innocent là-dedans. Ça a perturbé, je tiens à dire que ça a quand même perturbé la tenue de l'événement. OK, autre chose, on n'y pense pas comme si c'était rien, mais donc mon client que je représente, l'Église, a dû changer les tapis et un paquet de trucs. Ils en ont pour des milliers de dollars, comme on n'en parle pas. Donc, il y a eu un coût à ça. Mais tu sais, au-delà de ça, évidemment, il y a une question plus large qui se pose, c'est comment peut-on expliquer, comment est-il possible que, en supposant même, ce qui n'est pas le cas, mais en supposant même que l'Église Ministerios ait violé un certain règlement municipal en accueillant Sean Feucht, comment est-il possible qu'on soit intransigeant comme ça avec eux, tandis qu'avec celui qui a quand même commis un geste qui, en vertu du code criminel, est passible d'emprisonnement, ben, on sait parfaitement c'est qui. La preuve est béton. D'ailleurs, le travail d'Alexandra Lavoie y est pour quelque chose là-dedans de Rebel News. On sait parfaitement c'est qui, la preuve est béton et on décide de ne pas aller de l'avant. Nous, et je dis nous parce qu'il y a l'Église Ministerios, mais il y a aussi des intervenants à titre amical qui sont intervenus, le réseau évangélique du Québec, l'Alliance évangélique du Canada, et enfin, il y en a d'autres. Il y a 3 intervenantes dans ce dossier-là. Et une des choses qui est alléguée, que je trouve très intéressante, c'est le fait que
la situation dans laquelle un État se montre si sévère qu'il ne l'a été envers l'Église Ministerios et pas du tout par rapport, en l'occurrence, à celui qui a lancé une bombe, rappelle le principe d'anarchie tyrannique, qui est l'idée d'un... j'ai relu les déclarations tout à l'heure en prévision pour ce podcast, et je me suis instruit un petit peu sur l'anarcho-tyrannie. Et c'est l'idée d'un dénommé Samuel Francis, si je ne m'abuse, ouais, exactement, Samuel Francis, dans les années 90, qui dit, voici une situation où... dans laquelle on avance, où la bureaucratie devient telle et les règlements sont tellement englobants pour la majorité des citoyens que, d'une part, l'État n'arrive pas voire ne souhaite pas, ne fait pas ce qu'il faut pour assurer l'ordre public et la sécurité fondamentale des citoyens. Pourtant, il se sert de tout l'appareil réglementaire pour contrôler les citoyens et exercer sur eux une tyrannie. Parce que, tu sais, clairement, comme sans égard au fait que ce qui s'est passé, c'était un événement de louange chrétienne et qu'une église, avec son certificat d'occupation de lieu de culte, a le droit de tenir un événement de louange chrétienne. C'est pas parce qu'il y a de la musique qu'ils n'ont pas le droit. Je veux dire, à l'intérieur de n'importe quelle église catholique, par contre, il y a un orgue derrière l'église, il y a l'espace pour une chorale, ça a toujours été musical. Le christianisme a toujours été musical, puis dans le cas des chrétiens évangéliques, ce l'est de la même façon, d'une manière différente, d'une manière plus rock. On n'est pas habitué à ça, mais il reste que la réalité est la même. Ouais, tous les dimanches, si on va dans une église évangélique ou protestante, il y a souvent un drum, une bass, une guitare, un clavier, des gens qui chantent avec des rythmes plus contemporains. Là, donc, c'est vraiment, ça fait partie c'est business as usual là, dans cette forme de liturgie protestante que tu utilises cette forme de musique-là. Donc, on était clairement dans le même cas de figure là, avec des gens, on a vu les vidéos, là, des gens qui louaient avec les mains dans les airs et tout ça. Donc, on était dans le registre religieux, là, clairement. Totalement. Puis quand, par exemple, ça me fait penser, les inspecteurs sont venus, là, le contingent d'inspecteurs sont venus pour intimider mon client, sont arrivés dans l'église, puis là, comme « Oh, preuve à l'appui, ici, il y a une batterie, comme là, il y a une baisse, là, il y a un écran. » Mon client, le pasteur Quevedo, répond « Mais ça fait 25 ans que cette batterie-là est là. » Ça fait 25 ans, donc c'est tout à fait normal. Business as usual, comme tu dis, c'est absolument, c'était tout à fait en phase avec leur propre tradition. Donc, en fait, c'est ce qu'on voit là, dans le concept que vous avez employé là, de l'anarchie tyrannique. Dans le fond, c'est dans la disproportion entre l'intolérance ou, disons, la sévérité à appliquer des parcelles de droit et le total laxisme dans l'application de d'autres parcelles de droit, mais qui sont peut-être même plus fondamentales dans ce cas-là. C'était vraiment la santé et la sécurité des gens versus un règlement municipal. Donc, là, on est dans deux registres plus... très différent. Donc, la disproportion aurait dû être à l'inverse, c'est-à-dire il aurait dû avoir une sévérité dans la protection physique et de l'intégrité physique et psychologique des personnes et un certain, pour ne pas dire laxisme, ou un certain relâchement dans l'application d'un droit particulier qui, somme toute, est assez... disons, on est dans l'ordre du ticket parce qu'on s'est mal stationné, là, d'une certaine façon. Là. Des bars qui continuent à faire du bruit un petit peu après 3 heures du matin à Montréal, il y en a chaque semaine. Donc, on est un peu... La santé et la sécurité, c'est assez primordial par rapport à ce type de point de droit. Là. Donc, là, on voit dans la disproportion que vous avez soulignée, on voit qu'il y avait vraiment une commande politique derrière qui avait dû s'imposer d'une certaine façon, selon vous. Ouais, en fait, je dirais que c'est exactement ça. L'appareil, de manière générale, puis j'aimerais quand même dire 2 mots que je vais dire maintenant au cas où j'oublie, à la défense de ce qui s'est passé. Il y a des principes d'indépendance institutionnelle qui font en sorte que la ville en tant que telle va décider si elle va de l'avant à propos de ça. Puis, une poursuite criminelle, c'est juste pas les mêmes acteurs qui en décident. C'est un mélange de police et de procureur général.
cette page est enfermée dans le concept de l'anarchie tyrannique. C'est l'idée que l'État a tous les moyens de contrôler les citoyens en les manipulant comme ils veulent. En l'occurrence, ils ont utilisé un règlement municipal pour contrôler le discours. En fait, c'est du contrôle de la liberté d'expression. Et de l'autre côté, quand ça fait leur affaire, ils laissent agir des criminels parce qu'au fond, les criminels, tout comme dans une prison, vont faire des choses qu'eux ne peuvent pas nécessairement faire directement, mais en les laissant faire puis en se fermant les yeux, ça sert nos intérêts de la même façon. Donc, pour utiliser une espèce d'image, pour ceux qui ont vu le Batman Rises, le 3e de la série de Batman de Christopher Nolan, justement, il y a ça, on vide les prisons, ça c'est à l'extrême, là, on vide les prisons dans le but de créer un chaos total où, éventuellement, ce qui est perçu comme le droit va s'appliquer d'une manière extrêmement sévère, là, dans un peu vraiment le tribunal révolutionnaire, finalement. Exact. J'aime vos références. Justement, pour poursuivre sur cette question de peut-être juste nous donner les dernières nouvelles, parce que vous êtes un avocat engagé dans la poursuite. Oui. Où est-ce que ça en est là en ce moment avant de passer à une autre poursuite dans laquelle vous êtes? Okay. Donc, mettons, j'aimerais ça que ça aille plus vite. Dans le cas de l'Église Ministerios, je vous dirais que c'est quand même peut-être le plus intéressant des deux situations. Et c'est la même histoire, mais c'est la plus choquante dans la mesure où l'État, c'est pas dans une qualité contractuelle, mais vraiment, ils se sont servis de règlements pour... juste dans ce sens-là où c'est plus intéressant. Moi, j'essaie, et les intervenantes, on essaie vraiment, et jusqu'à date avec succès, d'être entendu par la Cour supérieure plutôt que par la Cour municipale, juste pour que le jugement qui soit rendu soit un jugement qui a force de droit et sans vouloir aller trop loin en droit. Quand la Cour supérieure rend un jugement, c'est une règle de droit qui s'applique à tous, ce qui n'est pas le cas de la Cour municipale. Et procéduralement, on n'arrête pas d'en débattre et c'est un peu les 12 travaux d'Astérix. Donc, où ça en est, une fois que cette question-là va être terminée, les interrogatoires vont commencer et je vous dirais qu'en tout et pour tout, j'en ai pour encore un bon 6 à 9 mois. 6 à 9 mois, je vous dirais, avant qu'on puisse demander. Est-ce que dans ce cas-là, la ville ou n'importe quelle institution canadienne, quelle qu'elle soit, peut d'une certaine façon faire appel à l'arrêt Jordan, si jamais ça... Est-ce que ça vaut que pour les individus? Oui, ben dans ce cas-là, c'est difficile parce qu'effectivement, le délai qui a lieu en ce moment est causé par nous. C'est par le fait que nous, on veut être entendu en cour supérieure et pas être entendu en cour municipale. Fait que comme c'est nous qui sommes la cause du délai dans ce sens-là, ben non, on ne peut pas profiter de Jordan. Mais l'institution, c'est-à-dire la ville elle-même, ne peut pas faire appel à ça non plus. La ville, c'est vrai que c'est un cas où la ville pourrait vouloir faire appel à ça pour ne pas avoir de jugement. Donc, on espère qu'ils ne nous écoutent pas et qu'on n'aura pas donné de mauvaises idées. Eux ont toujours le bénéfice de dire, OK, on annule le billet, tu n'as pas à le payer. OK, ils ne le font pas, puis à l'heure où on se parle, c'est tout l'intérêt du fait d'être entendu par la Cour supérieure. Ils ne pourraient pas le faire parce qu'on a saisi la Cour supérieure de ça. On a gagné, sans entrer dans le détail, on a gagné le fait d'être entendu par eux. Là. Il y a une querelle de clôture avec la Cour municipale qui elle-même veut se prononcer là-dessus. Ils n'ont aucun rapport, et je vais le démontrer bientôt. Mais bref, là, en ce moment, pour eux, c'est difficile parce qu'effectivement, nous, on veut un jugement. Eux, évidemment, voudraient juste faire fermer le dossier. On peut le comprendre. Quel genre de conséquences, là, un jugement positif en votre faveur pourrait avoir sur, disons, l'application des règlements municipaux dans le futur? Là? Est-ce que ça peut véritablement être la base sur laquelle on peut s'appuyer pour faire respecter nos droits dans le futur? Ouais, ben donc oui, absolument. On va dire, dans l'hypothèse où l'anarcho-tyrannie devenait de plus en plus omniprésente
Non seulement à Montréal, mais je vous dirais partout au Québec et même au Canada. OK, dans cette hypothèse-là, oui, je veux dire, en supposant qu'on gagne, puis j'ai quand même bonne confiance, en tout cas, on a des bons signaux, ce jugement-là serait très utile. Ceci dit, au moment où on se parle, ce que l'on souhaite, c'est d'arrêter net une tendance qui pourrait augmenter, qui en est à ses premiers balbutiements, mais qui pourrait vraiment augmenter si ce n'était pas arrêté. Donc, notre but, c'est d'arrêter ce processus-là et à la limite qu'il n'y ait même pas nécessité de s'en prévaloir parce que tout simplement, les politiciens ont compris que ce n'était pas une direction dans laquelle ça pouvait porter fruit. Parce qu'on voit justement que certaines, surtout à gauche, là, au Québec et au Canada et en Occident en général, là, l'exception, surtout en Europe, on voit des plus ou moins organisées milices d'extrême gauche souvent qui utilisent la violence dans le but de faire taire des voix opposantes à la leur. Et ça favorise entre guillemets les politiciens et les politiques de gauche. Donc, est-ce que pour prévenir la tentation des politiciens d'utiliser ou disons de bénéficier des effets secondaires ou collatéraux de ces actes de militantisme violent, je pense que ça pourrait être une application possible d'un jugement positif en votre faveur. Oui, puis donc, d'une part, oui, il y a quelque chose, moi, d'une certaine manière que je me dis, ça ne pourra pas être complet parce que c'est pas quelque chose qu'on peut avancer nous autres dans le cadre moi personnellement dans le cadre des deux affaires que j'ai à Montréal et à Québec, mais c'est le fait que souvent ce dont vous parlez, l'alliance entre des militants de gauche puis les entités étatiques, ça passe par des militants de gauche qui font un peu de vent et ce qui permet. Là, il annonce des manifestations, etc., ce qui permet à des gouvernements qui sont complices de dire « Oh, on a des enjeux de sécurité et pour cette raison-là, on doit annuler l'événement. » Ce qui est surutilisé, là, ça n'a pas été le cas au Québec. C'est ce qui fait en sorte que j'ai ces deux affaires-là en main. Mais tu sais, dans toutes les autres annulations là, d'Est en Ouest qui ont eu lieu, ça a toujours été des enjeux de sécurité qui ont été invoqués. Et puis, de fait, comme je dois dire que c'est beaucoup plus difficile à attaquer parce que c'est une question de preuve complexe. Puis pour des avocats, c'est pas évident de dire non, il n'y avait pas vraiment d'enjeu de sécurité. Puis des fois, il n'y a pas de lien de causalité non plus là, entre ces groupes et ces politiciens-là. C'est vraiment, il y a comme une relation organique sans jamais avoir de gens qui se parlent. Puis je pense que l'entre-deux qui fait le lien, c'est souvent les médias qui, parfois, par militantisme idéologique aussi, vont couvrir, par exemple, une manifestation où il y a 10 personnes et finalement lui donner une aura et un rayonnement beaucoup plus grand qui fait croire à l'importance d'une cause qui ne l'est pas finalement. Et finalement, dans un deuxième mouvement, les politiciens se prononce sur un sujet. Donc, on a vraiment affaire à une logique, un effet domino prévu, mais sans que personne ne se soit parlé finalement. Oui, bien vu. Très bien vu. Il y a un autre problème qu'il y a eu par rapport à la liberté d'expression à Québec cette fois-ci. Dans le premier cas qui nous a intéressés, c'était à Québec. C'est celui de la ministre Caroline Proulx qui avait annulé volontairement une conférence au Centre des congrès de Québec puisqu'elle accusait cette conférence d'être anti-avortement, ce qui était à ses yeux un motif suffisant pour faire annuler la conférence et donc causer un bris contractuel entre le Centre des congrès et disons cette organisation canadienne qui est organisatrice de la conférence et donc le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles a annoncé le début du procès qui se nomme l'affaire Harvest Ministries International et contre la ministre du Tourisme du Québec qui a commencé en février. Alors où en sont un peu où en sont les procédures judiciaire, Olivier Séguin? Oui, donc cette affaire-là a quand même commencé il y a vraiment longtemps au niveau des faits. C'est incroyable comme ça passe vite, mais c'était juin 2023. Puis le jugement a finalement eu lieu en février, donc à la mi-février de cette année. Donc, que dire? Ce que j'aurais à dire, c'est que pour la ministre, elle, très clairement, elle était là pour le tribunal de l'opinion.
elle n'essayait pas de gagner à la cour. Je pense qu'elle a compris qu'elle n'allait pas gagner, que ça n'allait pas dans la bonne direction. Puis, je peux dire que tout ce qui s'est passé à la cour, les déclarations qu'elle a faites, pour n'importe qui justement, connaît le droit, ce n'est pas ce qu'elle aurait dû répondre si elle avait voulu. C'est contre-productif. Donc, finalement, c'était du virtue signaling, comme on dit, là, par rapport au... Ouais, puis elle parlait aux médias, puis elle parlait pas au juge, là, très clairement. Donc... tout ça pour dire que cette affaire-là s'est très, très bien passée. On est en attente du jugement. J'imagine qu'il devrait arriver bientôt, peut-être à l'intérieur de 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que vous demandiez, vous et votre client? C'est-à-dire, oui, remboursement, des frais, dédommagement et tout ça, mais une excuse, quelque chose? Ouais, donc, ce qu'on demandait, parce que c'est sûr qu'on aurait pu régler cette affaire-là il y a bien, bien longtemps, beaucoup plus facilement, en recevant beaucoup plus d'argent qu'on va probablement en obtenir à procès. Donc, ce qu'on demande vraiment, ce n'est pas de l'argent. Okay? Sans entrer dans les montants, ce n'est pas des montants qui sont importants, c'est des montants qui sont bien inférieurs à ce que les frais judiciaires impliquent. Ce qu'on demande, c'est des déclarations d'atteinte à la liberté d'expression, en particulier au droit à l'égalité sur la base des convictions politiques, puis accessoirement liberté de religion, etc., etc., etc. Mais ce qui s'est passé, on s'entend, il y a eu atteinte à la liberté d'expression, il y a vraiment eu contrôle. On a dit, OK, on ne veut pas que ce discours-là soit tenu à Québec, parce que ça a été beaucoup plus loin même que juste une annulation au Centre des congrès de Québec. Juste pour rappeler les faits rapidement, la ministre avait annoncé ça, donc devant les médias, accompagnée de la ministre de la Condition féminine, Martine Biron. Et lors de cette mêlée de presse-là, on lui a annoncé que le directeur du Centre des congrès de Québec avait annoncé qu'il ne pouvait pas tenir l'événement et qu'ils aideraient Harvest Ministries à se trouver un autre endroit. OK? Et la ministre, sachant ça live pendant la mêlée de presse, a annoncé live en mêlée de presse que non, il n'y aurait pas de raccompagnement pour se trouver un autre endroit. Autrement dit, que Harvest Ministries n'était pas le bienvenu à Québec, que oui, il croyait à la liberté d'expression, mais franchement, c'était même pas du lip service qui a été fait. Donc, c'est dire, on ne croit pas à la liberté d'expression vraiment si on parle de cet enjeu-là. Juridiquement parlant, comme franchement, il est clair qu'on ne partait pas à armes égales, nous et le procureur général. Ça, c'est une affaire c'est une affaire qui était gagnante. Et je présume pas du jugement, là, je voudrais pas me jinxer, comme on dit, qui va être rendu. Mais ça a très, très bien été. Ça ne sera pas une victoire technique. S'il y a victoire, ce ne sera pas une victoire technique. J'espère faire reconnaître, et ce serait la première fois depuis l'adoption de la Charte québécoise en 1974, le droit que des personnes morales, donc des personnes morales, peu importe sous quelle forme, que ce soit des compagnies, des organismes de bienfaisance, etc., se fassent reconnaître... Donc, non seulement le droit à la liberté d'expression, mais aussi le droit à l'égalité sans discrimination sur la base de leurs convictions politiques. Peut-être aussi liberté d'association, etc., etc. Donc, au-delà de l'enjeu avec la ministre, j'espère et je pense que la table est bien mise pour qu'il y ait des avancées en termes de droits et libertés. Très bien, on va continuer à suivre l'ensemble de ces nouvelles, de ces jugements, et on vous remercie, Olivier Séguin, maître Olivier Séguin, pour ce travail qui est le vôtre, de faire respecter les droits et libertés au Québec et au Canada avec le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles dont vous faites partie. Alors, merci beaucoup, maître Olivier Séguin, d'avoir été avec nous. Merci, Francis Denis.
Dans la deuxième partie de ce balado, je vous présente le point de presse de Mme Maïté Blanchette-Vézina, députée de Rimouski, conjointement à Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef à Libre Média, mais également des éditions Libre Média, qui conjointement ont pris la parole cette semaine à l'Assemblée nationale du Québec pour faire valoir une motion importante pour protéger la liberté d'expression. Alors voici l'intégrale de ce point de presse. Conjointement avec la députée de Rimouski et M. Jérôme Blanchet-Gravel, auteur et éditeur, les prises de parole se feront dans l'ordre suivant. Maïté Blanchette-Vézina, députée de Rimouski. M. Jérôme Blanchet-Gravel, auteur et éditeur. Nous prendrons ensuite vos questions. Madame Blanchette-Vézina, à vous la parole. Merci. Merci. Aujourd'hui, c'est discours d'ouverture de la première ministre. On reprend les travaux parlementaires. J'ai envie de vous dire enfin. Et j'espère sincèrement que le gouvernement verra l'importance de s'attaquer aux enjeux concrets et réels pour les Québécois. C'est genre des enjeux quotidiens des Québécois, dont celui prioritaire, le coût de la vie. La première ministre a mentionné qu'elle souhaitait rembourser d'une façon obscure la taxe sur l'essence pour les Québécois. On lui rappelle qu'elle peut simplement abolir la taxe carbone. Ça fera déjà un bon coup de main pour l'ensemble des Québécois pour le coût de la vie. On peut parler aussi de l'importance d'ajouter du privé en santé. On a des grands enjeux partout au Québec, dans les régions, mais aussi dans les centres-villes. L'accès à la santé, c'est une grande difficulté et on se doit de trouver des solutions de la part du gouvernement. Et on est convaincu du côté du Parti conservateur que le privé en santé, c'est une bonne solution. D'ailleurs, la CAQ présentait dans son ancien programme, lors de l'élection de 2022, le privé en santé comme étant une solution. Exploitation de nos ressources naturelles, on a besoin de créer de la richesse au Québec et bien sûr qu'elle respecte donc son engagement de relancer le débat sur l'exploitation du gaz. Le monde a changé, il est important que le Québec soit souverain et se donne des leviers économiques pour avancer et ça va passer par l'exploitation des ressources naturelles. Mais aujourd'hui, je suis, on vous l'a dit, avec M. Jérôme Blanchet-Gravel, qui est auteur et éditeur. Je souhaite mentionner qu'on va déposer une motion importante parce qu'il s'est passé des choses qui sont inquiétantes dans les derniers jours, les dernières semaines concernant la liberté d'expression, la volonté affichée de certains groupes de vouloir museler des idées qui ne sont pas celles qui sont prônées par la gauche. Donc, la motion qu'on va déposer, elle est pour dénoncer et condamner toute tentative de museler la liberté d'expression, notamment celle qui est exercée sous couvert d'un militantisme idéologique. Alors, on veut bien sûr rappeler à tous les partis politiques que le débat d'idées, il est sain, il est important dans une démocratie et de vouloir faire du boycott, par exemple d'une librairie ou de d'autres commerces, parce qu'elles font de la place à la liberté d'expression, au débat d'idées. Pour nous, c'est inacceptable. Alors, je céderai la parole à M. Blanchette-Gravel qui va pouvoir vous parler de ce qu'il constate lui-même également. Merci. Effectivement, la liberté d'expression se porte extrêmement mal au Québec, comme en témoigne la tentative d'annulation du livre « Destination Autonomie » d'Éric Duhem, un livre pourtant déjà salué par des personnalités de divers horizons. L'ouvrage est publié aux éditions Libre Média, un média indépendant que je dirige en tant que rédacteur en chef. C'est en quelque sorte la goutte qui fait déborder le vase. Et ça survient quelques jours d'ailleurs après l'annulation d'une projection, celle du documentaire Génération Trans de Jean-Pierre Roy, au Cinéma Quartier, ici dans la capitale nationale, sous la pression et la menace des mêmes groupes. À titre d'éditeur de l'ouvrage, mais également à titre de citoyen préoccupé par l'emprise grandissante de la pensée unique, il me paraissait essentiel d'être ici aujourd'hui pour appuyer le PCQ dans sa démarche, pour appuyer sa motion. Au Québec, vous savez, nous avons grandi dans le mythe d'une société parfaite, d'un modèle parfait, dans le mythe d'une démocratie immaculée. En réalité, nous vivons dans un monde conformiste où des militants woke s'emploient quotidiennement à museler tous ceux et celles avec lesquels ils ne sont pas d'accord.
Le résultat, c'est un climat de peur, d'intimidation et de censure qui rappelle de facto les régimes autoritaires. Chaque mois dans mon travail, je me surprends à expliquer à des collègues étrangers ce qu'est devenu le Québec en matière de liberté de pensée. Les médias subventionnés, c'est-à-dire les médias traditionnels, contribuent eux aussi au verrouillage du débat public, souvent en excluant, marginalisant ou discréditant les voix qui s'écartent du consensus dominant. Le financement public des médias est devenu un problème majeur pour toute société qui prétend sérieusement défendre le pluralisme. Je salue les efforts constants et sincères du Parti conservateur du Québec pour rétablir un véritable climat de liberté intellectuelle au Québec. Je salue l'engagement de la députée Maïté Blanchette-Vézina, la ténacité d'Éric Duhem dans ce dossier et l'ouverture que ce parti manifeste envers la nouvelle génération de médias indépendants. Je salue aussi l'intervention de Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui a défendu la librairie La Liberté et à travers elle, l'idée d'une démocratie en santé. J'invite les Québécois à soutenir les commerces et entreprises qui résistent courageusement à la culture de l'annulation, comme le fait de manière exemplaire la librairie La Liberté. Il est grand temps pour le Québec de renouer avec la liberté de penser. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Oui. Est-ce que c'est possible de connaître le libellé de votre motion, puis qu'est-ce qu'elle stipule et demande exactement? Oui. De voir. Voulez-vous que on peut vous la transmettre, mais je peux vous la lire? Oui. Que l'Assemblée nationale rappelle que la liberté d'expression constitue un pilier fondamental de notre démocratie, qu'elle constate la montée d'un climat d'intolérance alimenté par certains courants idéologiques radicaux visant à faire taire les opinions divergentes, qu'elle réaffirme que les institutions et commerces culturels, dont les librairies indépendantes, sont des lieux essentiels d'échange, de débat et de pluralité des idées, et qu'elle souligne l'importance de protéger la diversité des opinions dans l'espace public québécois. Qu'elle dénonce toute forme d'intimidation, de discrimination ou de pression indue de la part d'institutions publiques, incluant l'appel au boycott visant des entreprises, des institutions ou des individus en raison des idées qu'ils permettent de diffuser. Qu'elle réaffirme que le débat d'idées doit se faire dans le respect des individus sans discrimination et sans recours à la censure ou à la coercition, tel qu'encadré par la Charte des droits et libertés de la personne et les lois en vigueur. Et finalement, qu'elle condamne clairement toute tentative de museler la liberté d'expression, notamment celle exercée sous couvert de militantisme idéologique. Je note que dans votre motion, vous précisez, vous ne faites pas allusion au woke ou au discours de gauche comme vous y avez fait allusion dans votre discours. Est-ce que c'est délibéré, puis c'est aussi pour vous assurer que ça concerne tout le monde? Finalement, c'est une forme de censure promue par des gens de droite serait tout aussi inacceptable à vos yeux? Bien, on prône la liberté d'expression au sens large. On aurait pu, oui, par partisanerie, disons, vouloir mettre le singe sur l'épaule uniquement du wokisme, mais je pense que la liberté d'expression mérite qu'on s'élève au-dessus de la mêlée, qu'on regarde cet enjeu comme étant un enjeu de démocratie et qu'on se doit donc tous les partis représentés à l'Assemblée nationale de démontrer l'importance que cette liberté d'expression-là, la liberté d'expression est là, à gauche comme à droite. Sur un autre sujet... Mais soyons clairs, là, oui. Ce qui s'est passé la semaine dernière pour la librairie La Liberté, pour le cinéma Cartier, c'était clairement des groupes de gauche qui tentaient d'atteindre aux idées de droite ou aux personnes de droite. Parce que rappelons que Destination Autonomie, c'est un livre sur l'autonomie du Québec, une idée qui fait consensus au sein de la société québécoise. Et ce qui a été tenté de la part de certains groupes de gauche militants, c'est de museler quelqu'un, donc s'attaquer directement à Éric Duhem et à son propos. Et c'est ça qu'on vient dénoncer également, c'est de s'attaquer aux personnes. Je pense qu'on devrait pouvoir avoir un débat d'idées au Québec, et c'est sain dans une démocratie. On devrait éviter de tenter de museler des gens comme certains groupes de gauche l'ont fait la semaine dernière. Très bien. Sur un autre sujet, vous vous êtes exprimé au cours des derniers jours sur l'idée d'un conservatisme progressiste. Est-ce que c'est possible de savoir qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, je pense qu'on peut avoir des idées qui sont
conservatrice d'un point de vue fiscal, et j'en suis. Je pense qu'il est important de revoir le modèle québécois. On a atteint un seuil critique dans nos services, dans comment l'État-providence fonctionne. Alors, on doit revoir ces idées d'un point de vue conservateur, plus d'un point de vue économique, mais on peut aussi avoir des idées progressistes d'un point de vue d'égalité homme-femme, comme pour l'avortement, par exemple. Ne pas remettre cette question-là en cause. Je pense que les gens, parfois, peuvent faire un amalgame. Idée de droite, donc, des gens qui sont très pro-religieux, un peu comme ça se fait aux États-Unis. Au Parti conservateur, on ne remet pas en cause la question de la place du libre choix des femmes, mais on a une position affirmée sur le conservatisme économique, par contre. Très bien, merci. Merci. Bonjour. Je suis désolé, j'ai manqué le point de presse, mais j'avais une question par rapport à la rentrée parlementaire, oui. Justement. Concernant le projet de constitution que votre parti soutient, oui. Seriez-vous favorable à ce que le gouvernement utilise la procédure parlementaire d'exception, le fameux bâillon, pour qu'il soit adopté d'ici la fin de la session parlementaire, si c'est nécessaire? On a répété qu'on est en faveur de la Constitution. Par contre, d'accélérer l'adoption d'une loi aussi importante, je pense pas que c'est la bonne façon de procéder, surtout que déjà des gens qui se soulèvent en disant que le processus a été déjà fait trop rapidement. Ceci étant dit, on rappelle que c'est important pour le Québec. Là. Donc, nous, on souhaite s'élever au-dessus de la mêlée, encore une fois, pour appuyer cette volonté du gouvernement d'adopter une Constitution qui pourra être modifiée par un gouvernement ultérieurement. OK. Mais très clairement, donc... pas de procédure d'exception pour notre part, non. Exact. Et peut-être vos attentes, de façon générale, pour les prochaines semaines, ça va aller très vite avant la pause d'été. Est-ce qu'il y a des gains que le Parti conservateur souhaiterait obtenir? On souhaite rappeler que la première ministre s'est engagée à redonner aux Québécois une partie de la taxe sur l'essence. C'est nébuleux. Ça va sûrement prendre des fonctionnaires, bien sûr, qui vont appliquer un programme dans la façon qu'elle souhaite le faire. Mais nous, ce qu'on prône, c'est qu'elle pourrait le faire rapidement en abolissant la taxe carbone. On pense que c'est la bonne solution et on l'encourage à le faire. Également, en ce qui concerne l'exploitation de nos ressources naturelles, on en a besoin de créer de la richesse au Québec. On veut plus d'autonomie d'un point de vue de gestion de nos ressources. Il est possible de le faire aussi avec le gaz. On en a besoin également. C'est des solutions qui permettent de décarboner d'autres pays si on le fait correctement. Les technologies ont changé, le monde a changé et elle s'est engagée lorsqu'elle s'est présentée pour devenir chef de la Coalition Avenir Québec à revoir ce débat-là, à relancer ce débat-là. On s'attend à ce qu'elle le fasse dans les prochaines semaines. Puis bien sûr, de s'attaquer aux réelles priorités des Québécois, pas uniquement des projets de loi électoralistes. Peut-être juste une petite question, puisque vous présentez aujourd'hui au nom de la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation où il y avait un personnage de M. Boulay guillotiné? J'ai dénoncé, d'ailleurs, c'est la violence avec laquelle c'est fait. Une manifestation, c'est pacifique, on peut tous s'exprimer, mais de là à couper la tête d'un ministre et d'un élu, ça envoie un message qui est, à notre avis, violent et qui encourage à la haine. Donc, je pense qu'il y a moyen de manifester autrement au Québec. Parce que où est l'équilibre, justement, entre liberté d'expression et, comme vous dites... La Cour suprême l'a répété à certaines reprises. Il y a certaines violences qui ne doivent pas être... qui pourraient pouvoir faire preuve de contrainte en termes de liberté d'expression. Et je pense qu'on a tous dénoncé à l'unanimité là, ce qui avait été utilisé comme recours là, par les syndicats lors de la manifestation en fin de semaine, parce que ça envoie un message de haine envers nos élus. C'est les institutions démocratiques aussi qui sont atteintes lorsqu'on attaque un élu comme ça, comme on le fait de cette façon. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invités à nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous suivre également par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Vous êtes invités à vous abonner à Libre Média au libre-media.com pour la modique somme de 4 $ par mois, ce qui vous donne entre autres choses un accès illimité à tous nos contenus. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.